Pendant les congés, c'était toujours insolite. Il arrive qu'un mot exprime tout en temps habituel, c'était perdu. Cette petite honte de rien, qui veut dire que vous ne retrouvez pas quelque chose, mais aussi en même temps peut signifier que vous ne l'avez jamais trouvé. J'avais égaré l'amour de mes parents, que je n'avais jamais eu. Et à l'extrême du sens, celui qui va jusqu'à la ruine, la déchéance totale, c'était celui des vacances. Et perdu. Parler de cet état en long et en large, en rond comme en carré, en tournant autour du mot, ce serait sans doute une litanie, une plainte, le genre de chant que peut avoir un exilé sur une île, et qui chancelle devant sa platitude. Le vent glisse sur lui, les coquillages sont là, blancs de peur, déposés par personne, sur du sable cassé en petits morceaux, déprimés par la houle, des cris d'oiseaux cherchant des navires, le parfum gras d'une vieille tempête, un monde clos, une boule à neige qui ne se retourne plus. Et là, il faut tendre l'oreille, l'entendre, la mélodie de cet homme, parce qu'il sait que personne ne peut l'écouter, qu'il ne va rien peser, et il va y mettre ce murmure, l'état zéro quantique, la moindre énergie, où il est tout juste possible d'être. Je flirtais avec le néant dans mes vacances infinies, surtout qu'avec mes souvenirs glacés, mes parents glaçons, en hiver, j'étais ton sur ton. Cette fois, c'était différent. J'avais une braise éteinte qui se tenait au chaud dans mes rêveries inhabituelles, qui était un espèce de grain de sable dans ma bulle de verre. Je devais me rendre dans la rue perdue. C'était perdu pour perdu. J'en rajoutais une couche, et je voulais au plus profond de moi rentrer dans ce mot, le bousculer, lui faire rendre grâce, le presser, le délier de son serment. Qu'il parle, enfin. Et comme à chaque fois, dans les contes, mais aussi dans la vie, les temps sont venus. J'enfourchais mon vélo. Le ciel s'amusait ce jour-là à être bleu. J'avais tout préparé, une dizaine de kilomètres vers le petit trésor caché après les Ardennes, celle qu'on n'ose pas bousculer, trop impressionnés par les grands épicéas, dressés tels des soldats, les routes serpentantes, sifflant la mélodie de Dame Nature, la sensation d'en être, de se promener au cœur d'une chose belle et immense. Et pourtant plus loin, niché dans de modestes vallées, baignant dans sa lumière de paille d'or, enivré gentiment de sa bière de poisson d'eau douce, il y a les menus monts du bonheur, de celui qui n'est pas évident, qui vous traverse, vous dépose en lui et vous le fait partager aux autres. Du temps pour le sillonner, de l'humilité, savoir contempler en petit prince, ne plus s'abandonner à ses peurs, se laisser impressionner par le grand, le fort, le superbe. Un jour, on y arrive. Alors on la voit, ou plutôt, on voit ses yeux qui nous regardent, ces longues ondulations qui sont celles de notre âme au repos, et on peut la respirer. La Gaume, c'était là qu'elle vivait. Je la connaissais bien. J'y étais né, juste au centre. Parfois je me disais qu'il y avait un trou et que j'y ai basculé en tombant dans le monde. Et là, je suis sur mon vélo, je commence en Lorraine, et je me dirige vers le cœur de moi, un peu à côté, avec en tête ce Saint-Léger, cette rue perdue, qui se fondant avec le velouté de la Gaume, dispense un mélange ahurissant, extrêmement volatile, une sorte de gaz raréfié, lumineux, qui me donne l'impression de pédaler dans le vide. D'abord la grande route qui va vers ma grand-mère, ensuite on dévie sur le chemin de la demeure natale de mon père, et puis on bifurque encore vers l'inconnu. Je ralentis, je me laisse le temps, les sentiers du village me guident, tout se passe comme sur la carte, et je la vois, la maison. Elle est exactement ce que j'imaginais, dans ses caractéristiques principales. Vous me connaissez un peu, je n'y suis pas allé, j'ai longuement respiré en la regardant, j'ai cherché à la sentir, à l'entendre, à la goûter, à la toucher. C'était une grande propriété qui se serait étalée dans une forêt,
pour se reposer. Tout était rustique, construit en bois. L'habitation principale semblait se tasser sur elle-même, tout d'un bloc. Elle me faisait penser à un gros chat endormi, et ces deux cheminées en faisaient les oreilles, fumantes. Il faisait froid, montrant une activité intérieure, cachée, qui n'appartenait qu'à elle. Les fenêtres, petites, étaient couvertes de rideaux en dentelle. Tout était propre et net, rien ne traînait. Elle me disait « Je suis bien ici, mes poils ronronnent, je me fonds dans le silence. Et si toi tu passes par là, c'est hasard et inutile. » J'aimais beaucoup. Une sorte de sanctuaire, car d'autres constructions jouxtaient la principale. Il devait y avoir des chevaux à l'intérieur. Son royaume. Je crois qu'à ce moment, j'ai senti que j'étais précisément à la distance nécessaire à mon corps et à mon esprit pour avoir sa vie propre, qu'à cet endroit, je pouvais avoir un sens dans le monde, être un de ces points vibrants, que nous étions des milliers à travers la terre, à être exactement à notre place, sans chercher à la dépasser, à la transgresser, à la nier, et je me connectais à eux. Je percevais les routes, les ondes souterraines, lointaines, qui me parvenaient jusqu'à la lisière où je me trouvais, au bord. Puis je tombai jusqu'à la porte. Une immense sensation d'étouffement, de trop-plein, une joie bouffante, boursouflée, une impression d'Ève mangeant la pomme, se foutant de tous les serpents de la création, bien droite, envahie de mots nouveaux, et en même temps plongeant dans l'inconnu, éperdue. Je toque, t'es pas feutré. Ce n'est pas elle, c'est la gardienne du temple, de ce lieu, celle à qui il obéit, sa mère. Elle a un beau sourire, des gestes lents, un visage étonné et ravi, habillée en paysanne avec une noble figure, une reine déchue, avec juste la mélancolie qu'il faut pour me dire que son destin s'est brisé et qu'elle est intacte. Autour d'elle, une pénombre, un couloir sombre, qui met en valeur sa présence, figée et douce. Un véritable chromo, de ces images déballées avec le chocolat qui montraient un prince, un fruit, un pays, en enlevant tout ce qui pouvait choquer, avec des couleurs pastel, une vision à croquer, à s'envelopper dans le beau vide puissant du praliné qui fond, faisant tout couler, les éléphants sur le Maharaja, le seigneur souriant à la fillette, supprimant les différences, pour ne laisser qu'une joie vague et intense. J'étais exactement cela, vague et intense. Et elle, debout, un peu amusée, un rien déroutée, allant presque d'un pied à l'autre, balancée entre me serrer dans ses bras et me dire de partir, elle me regardait, et peut-être dans son esprit, dans le mien, il y a eu ce qu'il y a parfois, un flash, une dérivation, qui en hachant le temps peut nous transporter ailleurs, nous transformer l'un pour l'autre, et je l'aurais voulu follement. Elle, ma maman, et moi, son fils. Et dans ma mémoire, cet instant s'est enfoui au plus profond, s'est en quelque sorte concentré tel un univers à son tout début, une tête d'épingle, d'une vie différente, d'une nouvelle histoire. Puis très vite, les lois durement apprises reprennent le dessus, nous secouent et nous remettent à notre place. Elle me fait entrer, et j'ai l'impression qu'à l'instar de l'ouvreuse d'un théâtre, elle me conduit à la représentation, et effectivement, Claire est assise, une chaise vide à ses côtés. Un troisième siège se trouve près d'un feu de bois, où vient se poser sa maman, et c'est parti pour un nouveau chromo. Mère attentive, crochetant devant le foyer, sa fille studieuse aidant un camarade de classe. Dans une ambiance étouffante, température élevée et atmosphère d'une glaciale chaleur qui vous prend à la gorge, vous fixe comme une viande rôtie à point. La pièce était petite, isolée de tout, pas d'autre bruit que celui des flammes, et les aiguilles s'entrechoquant. Un monde clos, verrouillé, un espace de chasteté. Nous étions entrés dans l'emballage d'un vieux chocolat Jacques. J'étais chromotisé. Je me voyais de l'extérieur, penché sur les feuilles, attentif, pauvre manant. Un Jacques, disait-on jadis.
venu par faveur au château et accueilli par la châtelaine en personne, est à 2 doigts de sa fille, qui, avec une patience infinie pour cet esprit lent, donne un peu d'elle-même. Jamais plus je ne me suis imaginé que le temps était constant, anonyme, coulant tranquillement, égal à lui-même. Car là, dans l'odeur du bois brûlé, dans la fournaise, le creuset sans fond, il ruisselait en minces filets à travers tous les pores de ma peau. J'exhalais les secondes, elles s'évadaient de moi, fouillaient ma chair pour se volatiliser dans l'espace. Je ne compris pas tout de suite, j'avais juste les impressions. C'est bien plus tard que je saisis qu'autour de moi, les meubles, les êtres, les bruits infimes, jusqu'à la chaleur même qui me transperçait, tout était hors du temps, et que le seul lieu où il pouvait encore se tenir et faire son office, c'était mon propre corps, où, circulant normalement, il finissait par s'en échapper, autant que l'air d'une combinaison spatiale abîmée, d'un astronaute égaré, air qui, trouvant le vide, s'y fracasse et disparaît.